La réindustrialisation européenne, elle existe. C'est l'industrialisation aux frais du contribuable français des pays de l'Est, des anciens pays du bloc soviétique. En face de ces producteurs, on a une classe dirigeante dont l'intérêt est de saigner toujours un peu plus la France. Elle ne s'arrêtera pas, elle ne peut pas s'arrêter. Ils vont tout nous prendre, ils vont tout piller, tout ce qu'il y a, ils vont nous saigner et ils nous feront crever. Qui constitue les rangs des militants de ces partis de gauche? C'est quoi? C'est des étudiants et c'est des profs. Je ne dis pas ça comme un jugement de valeur, mais en quoi sont-ils représentatifs de la France périphérique? Quand ils évoquent les ouvriers et les paysans, c'est comme les reliquats d'un passé révolu et folklorique. Enfin, je suis désolée, à un moment, mais pourquoi vous voulez qu'on vote pour ces gens-là, en fait? Maintenant, les républicains ont beau jeu de venir jouer les souverainistes. Le mur du réel, il est là. Il s'appelle Lola, il s'appelle Thomas. Enfin, une fois qu'on a vu ça, en fait, on ne peut pas revenir en arrière, je pense. Parce que sinon, de toute façon, l'alternative, c'est il n'y a plus de France et on est tous morts. Donc, La France se paupérise, croulant sous une dette accumulée depuis 50 ans. Et cet effondrement, ce serait la France périphérique qui en paierait le plus grand prix. Alors c'est en tout cas l'opinion de mon invité du jour, Tatiana Ventose, qui publie ce livre « Il est venu le temps des producteurs » aux éditions du Fil d'Actu, livre que vous pouvez acquérir sur le site internet du Fil d'Actu. Bonjour Tatiana Ventose. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue chez Front Populaire, vous étiez déjà venu, donc on vous reçoit à nouveau avec plaisir. Alors on va juste aborder un petit point d'actualité pour commencer l'entretien, puis ensuite on parlera de votre livre, rassurez-vous. En ce moment, l'Assemblée nationale est en train de discuter du budget. À l'occasion, on fait mine de découvrir que la France est massivement endettée. On est à peu près à 3 000 milliards d'euros de dette. Est-ce que vous êtes surprise par l'ampleur de l'effort qui nous est demandé ? Non, ni par l'ampleur de l'effort qui nous est demandé, ni par l'ampleur du déficit abyssal, ni par rien de tout cela. En fait, c'est au contraire très logique. Sachant que la France n'a jamais eu ses comptes à l'équilibre, depuis 1973, elle a toujours systématiquement été en déficit. Et d'ailleurs, ça coïncide avec l'arrivée, en gros, au pouvoir d'une nouvelle classe dirigeante, hein, dont sans doute on va parler, qui a saigné, qui a littéralement pillé la France, qui a détruit son outil de travail, son outil de production de richesse. Et donc... non seulement ça n'est pas une surprise, mais en plus je vous annonce sans avoir aucune boule de cristal ni aucun don de voyance que l'année prochaine, si ça continue comme ça, l'effort comme vous appelez ça, l'effort sera, on nous en demandera un encore plus grand. Puisque là, ce qu'il fallait qu'ils trouvent, c'était simplement pour rester au niveau des 5% de déficit sur l'année 2025. Mais pour 2026, ça sera rebelote. Bruno Le Maire nous avait déclaré il y avait quelques mois qu'il avait sauvé l'économie française. Alors, aujourd'hui, on voit bien, 3 000 milliards de dettes, ça fait sourire tout le monde, un sourire assez amer. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire quand quelqu'un, justement, un ministre de l'économie qui a un tel bilan, vous dit qu'il a sauvé l'économie française ? Non mais Bruno Le Maire, déjà, qui croit encore à ce que dit Bruno Le Maire? C'est l'homme qui a mis l'économie russe à genoux, qui a passé son mandat à écrire des romans policiers à tendance graveleuse au lieu de faire son travail de ministre de l'économie, qui aujourd'hui s'est fait la malle, il est en Suisse, il touche a priori un assez gros salaire pour enseigner en plus l'économie. Le truc c'est que... Enfin, vous avez utilisé le bon terme au début, c'est-à-dire qu'il fait mine de, tout comme Michel Barnier a fait mine de découvrir, oh là là, la situation est très grave. Mais en fait, tous ces gens sont aux commandes depuis combien d'années, depuis combien de décennies. Ils découvrent seulement maintenant, alors que en France, tous les Français connaissaient l'état des comptes à peu de choses près. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que c'est le RN qui proposait de faire un audit public, où on aurait pu en toute transparence savoir exactement ce qu'il en était. Mais là, c'est du cinéma, en fait. C'est du cinéma pour dire, regardez, on s'y attendait pas, c'est pire que prévu, serrez-vous encore plus la ceinture que prévu. C'est toujours la même chose, quoi. Moi, j'ai rien à dire particulièrement sur leur attitude. C'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des corrompus. Alors, est-ce que notre France, selon vous, est en voie de tiers-mondisation ? Ou, tout du moins, est-ce qu'on peut craindre un sort pareil à celui qu'a vécu la Grèce dans les années 2010 ?
Pareil, non. Pire, sans doute. À mon avis, la tiers-mondisation, elle est pas seulement, on n'est pas seulement sur la voie de. Je pense qu'à certains endroits, c'est déjà bien le cas. En tout cas, il y a pas mal de choses, pas mal de pratiques qui font penser à celles qui malheureusement se passent dans les républiques bananières, dans les anciennes colonies, sachant que nous sommes une colonie de la finance américaine, donc est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a vraiment à s'étonner de ça? Je ne pense pas, mais je pense qu'en fait, s'il y a quelque chose, c'est pas tant à la Grèce, puisque la Grèce, pour moi, à mon sens, ce n'était qu'un avant-goût, un aperçu, le début, en fait, d'un effondrement qui, la dimension de ce à quoi on peut s'attendre comme type d'effondrement a plutôt à voir avec les proportions qu'a eu l'effondrement de l'URSS qu'avec le sacrifice de la Grèce pour que l'UE, pour que le règne de la finance mondialisée dure un jour de plus. C'est que la Grèce a été sacrifiée pour cela, mais ce n'était pas l'effondrement du système. Là, je pense qu'on est dans les prémices d'un effondrement général, oui. Alors dans votre livre, vous dites que la classe dirigeante sert des intérêts autres que la France, classe dirigeante française en l'occurrence. Alors quels sont ces intérêts ? Alors, justement, dans mon livre, je fais bien la distinction entre la classe dirigeante, ce que j'appelle la classe dirigeante, qui est la classe qui contrôle les moyens de production, qui est propriétaire des titres de propriété, des usines, propriétaire de la terre, propriétaire de tout ce qui nous permet de produire la richesse. Et en fait, c'est cette classe dirigeante-là, elle n'est pas française, elle n'est même pas européenne, elle n'est pas américaine, en fait, elle est mondialisée. C'est bien ça le problème, d'ailleurs. Et nos dirigeants français, à nous, nos dirigeants politiques, ne sont jamais qu'à son service en tant qu'agents de cette finance issue de la matrice financière. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a qui comme président? On a un homme qui a fait ses premières armes à la banque Rothschild, banque d'affaires, qui symbolise exactement en fait cette finance mondialisée qui a pris le pouvoir dans les années 70 et qui a imposé un nouvel ordre social à ce moment-là. Déjà, elle sert ses intérêts à elle, cette classe dirigeante, évidemment. Alors, bon, on va pas y aller par quatre chemins. Quand on est propriétaire d'usines, d'actifs, de fonds de pension, de fonds d'investissement, de terres, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça rapporte. C'est pas un jugement de valeur, je le dis pas du tout comme « oh, c'est mal de vouloir gagner de l'argent », au contraire. Néanmoins, je pense qu'il devait y avoir un rôle de nos dirigeants politiques de nous protéger contre la prédation qui nécessairement découle de la défense de ses intérêts par la classe financière. Sauf que, comme je vous l'ai dit, nos dirigeants politiques sont en réalité au service de ces intérêts-là. Donc en fait, ils passent les lois, ils font les institutions, ils ont modelé la France comme ils ont modelé l'Europe, comme ils ont modelé les États-Unis, à l'image de ce que la classe dirigeante cette classe financière internationale voulait. Donc ils ont signé des traités de libre-échange, ils ont établi comme gravé dans le marbre la libre circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services de manière à pouvoir augmenter leur taux de profit. Et voilà, c'est aussi simple malheureusement que cela. Mais encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Là où je porte un jugement de valeur, en revanche, ce sont envers nos dirigeants politiques français qui, eux, sont au service de la bourgeoisie financière et pas au service de la France. Et Emmanuel Macron, vous en avez parlé tout à l'heure, on peut dire un petit peu qu'il représente la quintessence de cette classe dirigeante que vous définissez. La question que je me pose, c'est en 2022, il semble avoir eu une sorte de 2020 après le Covid, une sorte de volonté de vouloir réindustrialiser la France. Et ça n'a pas l'air justement forcément. Vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec lui. Déjà, on est 4 ans et demi plus tard.
les faits sont là, il y a toujours des usines qui ferment, il y a toujours nos emplois de production, toujours plus, qui sont détruits, et il y a nos terres qui sont vendues de plus en plus à des fonds d'investissement et des fonds spéculatifs étrangers au détriment de nos agriculteurs. Donc rien n'a changé. Ensuite, quand vous dites qu'il y avait volonté de réindustrialiser la France, je ne sais pas si vous avez entendu ce que vous vouliez entendre ou ce que les autorités ont dit, mais à l'époque, les autorités parlaient de réindustrialisation en général, et quand ils y accolaient un adjectif, c'était européenne. Ce qu'en fait ils souhaitaient, et ce qui a été même au cœur de la campagne des élections européennes, là en 2024, c'était la réindustrialisation européenne. Mais en réalité, qui en Europe a besoin de réindustrialisation? Est-ce que c'est la Pologne? Est-ce que c'est l'Allemagne? Absolument pas. Est-ce que ce sont les pays d'Europe de l'Est qui ont été progressivement intégrés à l'UE? Absolument pas, puisque ce sont précisément ces pays-là, où le salaire minimum est à 200-400 euros, qui ont récupéré nos usines, qui ont récupéré nos moyens de production et qui donc ont bénéficié, même si c'est pour un temps plus ou moins court, de la destruction de l'emploi productif en France et de la destruction de la production, de la capacité de production de richesses en France. Donc, la réindustrialisation européenne, elle existe. C'est l'industrialisation aux frais du contribuable français des pays de l'Est, des anciens pays du bloc soviétique. D'ailleurs, à ce propos, Jean-Philippe Tanguy et Ségolène Royal avaient débattu de la question sur une émission à LCI. Oui. Et Ségolène Royal semblait découvrir le sujet. Aujourd'hui, il y a des délocalisations au sein même de l'Europe. Renault, la Twingo, je viens d'apprendre que la Twingo électrique va être fabriquée, je ne vais pas citer le pays pour ne pas le dénigrer, dans un pays européen à l'Est. Toute Royal, la filière de construction de l'ameublement. Pourquoi? Parce que le SMIC, dans un pays où le SMIC est à 700 euros. Oui, elle a dit je découvre dans la presse. Donc cette femme qui a défendu le oui à la Constitution européenne en 2005, qui a défendu la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, des services. Donc les délocalisations, c'était le cœur du projet, c'était le cœur du TCE, du traité constitutionnel européen, que les Français ont rejeté en sachant très bien ce qu'il voulait dire, à savoir moins d'industrie, moins de production, plus de chômage et plus de concurrence déloyale vis-à-vis de pays où les droits sociaux et où le SMIC sont beaucoup plus bas, et vis-à-vis aussi de tous ces travailleurs étrangers, mais européens, qu'on ne pourrait plus empêcher d'entrer sur le territoire français et qui allaient pouvoir servir de larbin et être corvéables à merci à la faveur du libre-échange. Le libre-échange, voilà. Donc c'est assez cocasse d'entendre quelqu'un qui a porté haut et fort ces principes-là comme l'aboutissement absolu de la liberté et du projet européen, maintenant dire « on a découvert dans la presse qu'on fabriquait des voitures Renault en Roumanie ». J'ai envie de dire, elle se fiche du monde. Elle se fiche du monde. Cette femme, en plus, elle habite à Paris. Paris, c'est pas de chance. C'est là, enfin, Boulogne-Billancourt, c'est là qu'il y avait les usines Renault. Les usines Renault, c'était 35 000 personnes. Il y avait 35 000 ouvriers juste pour les usines Renault à Boulogne-Billancourt. Ils sont où aujourd'hui, ces ouvriers? Ils sont où? On va parler de votre livre. Donc, vous êtes partisane de la théorie des blocs. Vous opposez... Alors, pas exactement. Alors, je vais le dire différemment. Vous opposez la France des producteurs avec, justement, la bourgeoisie dirigeante. La bourgeoisie financière. Financière, oui. Bien sûr. Oui, parce que la bourgeoisie, on peut mettre plusieurs choses dedans. Et ma thèse, c'est que dans les années 1970, une partie de la bourgeoisie, en fait, a fait une OPA vraiment sur les moyens de production. Parce qu'à la faveur de tout un tas de circonstances historiques, technologiques aussi, dont je parle dans mon livre, elle a réussi à se rassembler pour, en gros, mettre à mal les anciens capitaines d'industrie qui faisaient la fortune économique de la France, avec bien sûr les producteurs français, mais tout ce petit monde-là travaillait de concert et a tellement bien travaillé d'ailleurs à l'époque, au sortir de la guerre, que ça a donné les 30 Glorieuses. Donc voilà. Mais du coup, c'est pas vraiment la... Si vous appelez la théorie des blocs, ce que développe Jérôme Sainte-Marie... Non, ce n'est pas cette théorie-là, je vous le confirme. Okay. Je voulais juste dire que vous opposiez deux blocs. Oui. Et c'est vrai que vous auriez, je dirais, en fait. Vous auriez pu, à moi la question que je voulais poser, c'est pourquoi cet axe d'analyse-là plutôt que celui plus traditionnel de la lutte des classes?
Mais parce que la lutte des classes, comme vous l'appelez, ça a été théorisé il y a 150 ans dans un monde qui n'avait rien à voir avec le nôtre, tout simplement. Moi, je suis pas là pour porter des idéologies d'un autre temps, d'un autre siècle, qui n'ont plus forcément de pertinence aujourd'hui. Alors après, je suis familière de théorie économique, j'ai lu, j'ai étudié, voilà, mais enfin, je veux dire, ça... Aujourd'hui, se revendiquer marxiste de la lutte des classes, ça a autant de sens que de se revendiquer de Milton Friedman. Pour moi, c'est aussi caduc et aussi obsolète. Donc là, en fait, ce que j'ai fait avec ce livre, déjà, c'est pas vraiment des blocs, mais je dirais que c'est plutôt des pôles autour desquels gravitent en fait des catégories sociales qui ont des intérêts. Et effectivement, j'oppose, pas dans leur essence, mais dans le contexte, dans les conditions matérielles d'existence telles qu'elles sont aujourd'hui, effectivement, les intérêts des producteurs, qui sont donc tous ceux qui produisent la richesse, les artisans, les ouvriers, les paysans, tous ceux qui produisent de la richesse concrète, utile à la France. Et j'oppose cette catégorie-là et tous les gens qui gravitent autour d'eux, hein, des services qui dépendent des producteurs, notamment dans les campagnes, puisque c'est ce que j'explique dans mon livre, ils sont localisés essentiellement dans la France périphérique, puisqu'ils ont été virés des villes, hein, les 35 000 ouvriers de Boulogne-Billancourt, voilà, ils sont plus à Paris, et à la base, les banlieues qu'on avait construites pour les loger eux, et bien maintenant elles servent à loger les larbins des catégories aisées qui vivent encore dans les centres-villes des grandes métropoles. Et donc, ces catégories aisées sont, pour moi, l'autre pôle constitutif, en gros, de la société française. Et c'est avec à sa tête, enfin en son centre plutôt, la bourgeoisie financière, qui n'est pas nécessairement française. Hein, voilà, c'est un peu la thèse. Voilà. Et pourquoi cette thèse-là ? Tout simplement parce que c'est la seule explication du réel qui me paraît satisfaisante. C'est-à-dire que quand on a lancé le fil d'actu avec mes collègues, il y a presque 10 ans maintenant, en fait, on venait d'une chapelle, on venait de la gauche, et on avait énormément de présupposés. Et on pensait qu'on avait raison sur beaucoup de choses. Et notre cheminement, ça a été de partir du réel, même s'il heurtait nos convictions profondes, même s'il venait s'entrechoquer avec aussi bien les idéologies avec lesquels nous on avait grandi, du monde dans lequel on avait grandi, hein, les années 90, voilà, dans le genre finance toute puissante, fin de l'histoire, ça s'est posé là. Et ça s'entrechoquait aussi avec les convictions que nous étions forgées en réaction à ce monde qu'on n'aimait pas trop, on ne savait pas pourquoi. Et donc on a beaucoup cherché, moi j'ai beaucoup tourné un petit peu autour du pot, pendant plusieurs années on a tourné autour du pot aussi, en cherchant vraiment quelle était l'essence du système en fait, dont on savait bien, dont on se rendait bien compte qu'il nous asservissait tous, mais on touchait parfois du doigt et c'était jamais satisfaisant. Il y a eu, pour moi, il y a eu 2 événements en fait qui ont vraiment permis de transformer la réflexion et de nous faire toucher au but. Je pense qu'il y a eu d'abord les Gilets jaunes, qui ont, pour la première fois en fait, donné la parole et permis l'expression d'une France que l'on n'entendait pas et qui a été complètement effacée des représentations médiatiques, mais aussi du paysage politique, à qui on dit « mais quand vous votez ça, en fait votre avis, on s'en fiche ». Voilà, donc ça a mené à toute une réflexion autour de la question de la France périphérique, et merci Christophe Guilluy d'ailleurs d'avoir posé ça. C'était toujours pas satisfaisant intellectuellement et politiquement, puisque Christophe Guilluy fait son travail de géographe et il analyse les choses d'un point de vue social et géographique, mais il manquait encore quelque chose à la réflexion. Et il se trouve qu'il y a eu tout un cheminement où on s'est dit, c'est dans les années 70, il y a quelque chose qui s'est joué. Vraiment, il y a eu un tournant, c'est là qu'on a commencé à vraiment mondialiser les échanges, c'est à partir de là que le budget de la France n'a plus jamais été à l'équilibre, c'est à partir de là qu'on a commencé à nous vendre la classe moyenne, que la désindustrialisation a commencé vraiment très fort. Bref, il s'est passé tout un tas de choses dans les années 70, et donc du coup, on lisait des choses pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans les années 70. Et c'est Tommy
donc, qui est rédacteur en chef du fil d'actu, qui, au détour d'un livre sur d'économie écrit dans les années 60, à la fin des années 60, qui est tombé sur les chiffres de l'APIB. L'APIB, pas le PIB. Donc, et il s'est dit au début c'est une erreur et tout. Et en cherchant, en fait, dans tout le bouquin, l'auteur utilisait l'APIB. Et donc, c'est quand même pas possible. Et en cherchant, à ce moment-là, on s'est rendu compte que, jusque dans les années 70, on utilisait comme indicateur principal de la richesse, non pas le PIB, le produit intérieur brut, comme on l'utilise aujourd'hui, mais la PIB, à savoir la production intérieure brute. Et de là, en fait, beaucoup de choses se sont assemblées, se sont mises en place dans nos têtes et nous ont permis de comprendre que le cœur de l'économie d'un pays, ça reste son système productif et donc ses producteurs. Je vous la fais courte un petit peu parce que on n'a pas toute la nuit, mais voilà, en gros, c'est les deux choses qui ont permis la prise de conscience. Et vous voyez, c'était l'APIB, c'était il y a 1 an et demi. C'était il y a pas longtemps, hein. C'était il y a pas longtemps. Et tout s'est déroulé en fait de manière logique à partir de ce moment-là où on s'est dit, mais en fait, c'est ça. C'est que dans les années 70, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'on a voulu oblitérer la production. À partir de ce moment-là, on nous a dit tout le monde va aller à la fac, tout le monde doit aspirer à un emploi de cadre ou de fonctionnaire, hein, selon les milieux sociaux, les niveaux d'études, etc. Mais globalement, on nous a vendu que la France allait devenir un pays de services qui n'allait plus avoir besoin de produire quoi que ce soit, puisque d'autres allaient le faire pour nous, en l'occurrence les Chinois. Puis, quand l'URSS s'est effondré, ça allait être les anciens pays du bloc de l'Est progressivement intégrés à la construction européenne. Et vous voyez, c'est à partir des années 70, les chiffres du nombre de fonctionnaires en France se sont mis à exploser. On associe souvent à l'époque Mitterrand l'augmentation, l'État obèse, etc. En réalité, ça a commencé juste avant, sous Giscard d'Estaing. Et c'est pile pareil, au moment, à ce tournant des années 1970. Et tout ça, en fait, il y avait trop de coïncidences, en fait, qui faisaient que on s'est dit, ça ne peut pas être uniquement des coïncidences. C'est que tout ça concourt à nous faire oublier le rôle fondamental et essentiel de la production de richesses matérielles, concrètes, dans notre société. Et alors, dans l'intérêt de qui ? Là, quand on tire le fil, ça va très vite, hein. De toute façon, qui a intérêt à produire en Chine ou en Roumanie plutôt qu'en France ? Bien, ce sont les gens qui possèdent les usines, puisque ça leur rapporte moins cher, ça leur coûte moins cher et ça leur rapporte beaucoup plus de faire produire là-bas que ici. Donc, il fallait atomiser la classe ouvrière française. Et en plus, classe ouvrière française qui, au niveau droit du travail, au niveau organisation, elle pouvait quand même en remontrer un petit peu, hein, avec une grève générale. Hein. Aujourd'hui, on se dit oh, les grèves, c'est juste chiant pour les usagers parce que aujourd'hui, qui fait grève, ce sont des fonctionnaires, les cheminots, etc. Donc tous les employés des services non marchands. Mais il y a encore pas si longtemps, quand on faisait grève, c'était pour faire pression en arrêtant la production. Parce qu'on savait qu'en arrêtant la production, il y avait un... C'est un peu le cas pour les raffineries, par exemple. Oui, mais d'ailleurs, c'est des producteurs. Et les routiers aussi, hein, ceux qui acheminent tous les biens produits. Donc, voilà. Voilà d'où c'est parti. Et du coup, c'est une explication qui a ses défauts, qui a voilà, des choses qui méritent d'être creusées, hein, évidemment. Et puis, dans la mesure où le monde est en mouvement, qu'on est en train de vivre aussi... quelque part l'effondrement d'un empire, évidemment les choses bougent, mais là, avec la question, en remettant la question des producteurs en fait au centre de la politique, là je pense qu'on touche à quelque chose qui ne peut pas en fait ne pas faire sens, au moins un peu. On peut être d'accord avec les solutions qui vont en découler pour certains ou pour d'autres, néanmoins on ne peut pas nier, une fois qu'on a vu ça, en fait, on ne peut pas revenir en arrière, je pense.
Cette France des producteurs, elle est basée dans la France périphérique. Je ne sais pas si on peut parler de l'un et de l'autre de la même façon, mais cette France périphérique, vous dites qu'elle est ignorée, méprisée. Oui. Alors vous écrivez, donc là je vous cite, « Aujourd'hui, la réalité quotidienne d'un cadre parisien est bien plus semblable à celle de ses homologues new-yorkais, londoniens, hongkongais, qu'elle ne ressemble à ce que vit un habitant de Nogent-le-Rotrou. » Alors c'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et ça m'a rappelé la déclaration de Raphaël Glucksmann en 2018 sur Arte, qui disait « Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi culturellement que quand je me rends en Picardie. » Je ne le cite pas d'ailleurs dans ce passage, Raphaël Glucksmann. Je ne crois pas. Je le cite à un moment, il me semble. Alors, Raphaël Glucksmann, célèbre conseiller de dictateur d'Europe de l'Est et agent atlantiste. Alors c'est possible. Oui, oui. Non, mais il faut le rappeler. C'est bien de rappeler qui sont les gens et pour qui ils travaillent. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, ça illustre la déconnexion qu'ont cette élite par rapport à notre pays, qui est assez effrayante. Et c'est pas uniquement les élites, en fait. C'est ça, c'est qu'ils ont entraîné, c'est que les élites en question ont entraîné dans leur sillage tous ceux dont l'existence dépend d'eux. C'est-à-dire que, quand je parle des habitants des banlieues, qui aujourd'hui sont pour l'essentiel des livreurs à vélo précarisés, des travailleurs des services, etc., qui sont directement au service de la bourgeoisie de centre-ville des grandes métropoles. On me tombe régulièrement dessus en disant que je suis raciste ou je ne sais quoi, mais en réalité, c'est toujours pareil, c'est extrêmement logique, puisque faire venir des gens d'ailleurs qu'on peut entasser dans des conditions absolument dégueulasses, qu'on peut payer au lance-pierre ou ne pas payer du tout, ou payer moins qu'un ancien ouvrier français qui va quand même avoir des exigences standards un petit peu plus élevées. C'est ce que j'appelle, alors pour le coup j'ai piqué le mot à Karl Marx parce que je trouve que ça correspond tout à fait bien, mais c'est ce lumpen prolétariat qui est dans les banlieues aujourd'hui. Il a pris la place effectivement des ouvriers pour lesquels les banlieues avaient été construites. Encore une fois, avant on avait un outil productif en France qui était un petit peu dispatché sur tout le territoire. Ce qui s'est passé à partir des années 70-80, c'est que les ouvriers, les usines ont fermé, les grands pôles industriels. Et moi, j'ai grandi dans le nord de la Lorraine, entre Longwy et Villerue. Certains connaissent, savent ce qu'il en a été. À partir des années 1970, là-bas, il y a eu 20 000 emplois complètement détruits juste à Longwy avec la fermeture d'Usinor et la métallurgie. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui est présent en fait partout. Donc le tissu industriel français a été détruit pour être réimplanté là où il coûtait moins cher. Pardon. Et du coup, tous les ouvriers qui vivaient en ville s'en sont progressivement retrouvés exclus, puisqu'ils n'avaient plus aucune raison d'être là, puisque pour le travail, il n'y en avait plus dans les villes, donc ils les ont jartés de là-bas. Dans les banlieues qui avaient été construites pour les loger initialement dans les années 60, on a fait venir, plutôt que des ouvriers au chômage, des lumpen. Donc c'est en allemand, ça veut dire chiffon. Hein. C'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Je trouve que, encore une fois, ça correspond très bien, puisque ce sont littéralement ceux qui viennent servir directement la bourgeoisie de centre-ville, comme au 19e siècle, on avait alors un autre type de bourgeoisie pour le coup, mais qui avait ses serviteurs à domicile. C'est pas dans les appartements parisiens très petits que on va avoir ces serviteurs. Donc on les a maintenant à portée de clics via Uber, via des agences. J'ai vu quoi dans le métro en venant une publicité pour soulager les femmes parisiennes de la charge mentale en commandant sur une appli une travailleuse pour faire le ménage, une travailleuse ubérisée. Et je me suis dit, la charge mentale de la parisienne qui a l'argent pour se payer un appartement à Paris, puisque c'est elle qui voit la publicité dans le métro, et qui a l'argent en plus pour se payer la femme de ménage ubérisée, c'est la charge mentale qui va retomber sur Fatoumata qui viendra faire son ménage à la fin. Donc bref. Mais en tout cas, donc ça, ils ont entraîné un petit peu dans leur sillage déjà cette espèce de lumpen prolétariat qui vit
littéralement autour d'eux, vous voyez, qui ne peut pas vivre sans eux, qui ne peut pas exister sans eux. Et après, étant donné que la classe dirigeante a pris également le contrôle des institutions, des lois, et donc de tout le système France, eh bien, elle a également dans son sillage toute une armée de fonctionnaires dont elle a gonflé les effectifs au détriment à la fois pour masquer la disparition de l'emploi productif aussi, donc ça faisait baisser les chiffres du chômage, hein, et parce qu'elle avait besoin de gens qui allaient pouvoir faire fonctionner son système, hein, les fonctionnaires, ils font fonctionner le système. Et à ces gens-là, elle a fait croire qu'ils étaient les travailleurs essentiels, qu'ils étaient le centre du monde. Et à tel point qu'aujourd'hui, ils y croient. Ils y croient quand c'est triste à voir. Hein, et je le sais d'autant mieux que j'ai des enseignants dans ma famille et que j'ai moi-même été enseignante quelques années. Je sais à quel point ces gens pensent être le centre du monde et s'imaginent aussi essentiels que un couvreur, un maçon ou un agriculteur. Et ça fait de la peine parce que je me dis, ils ont vraiment complètement mordu au récit qui favorisait la classe dirigeante. Puisque si on nous dit que les fonctionnaires et les métiers de service sont le centre du monde, la production disparaît. Encore une fois, elle est oblitérée, elle n'est plus dans les représentations. Et donc aujourd'hui, voilà, les grèves, c'est les cheminots, les profs, voilà, les fonctionnaires, mais les producteurs, tout le monde s'en fout. Et quand François Ruffin, justement, dit qu'il entend réconcilier la France des bourgs et la France des tours, c'est... Pardon. Bon, expliquez-nous pourquoi ça vous fait sourire. Ça me fait sourire parce que ce sont des catégories sociales qui sont incompatibles. Parce que je viens de vous l'expliquer, la France, ce qu'il appelle la France des tours, c'est la France des banlieues. Et cette catégorie sociale-là, en tant que catégorie sociale, je ne parle pas des individus, évidemment qu'il y a des reconversions possibles. Néanmoins, cette catégorie sociale, la France des tours, a son avenir et sa survie directement corrélée à la survie de la classe dirigeante. Le jour où il n'y a plus de classe dirigeante, qu'elle ne contrôle plus les grandes métropoles, etc., tous les livreurs Uber, tous les dealers de drogue, tout ce petit monde-là, en fait, n'aura plus aucun intérêt à exister. Il faudra qu'ils se reconvertissent, qu'ils deviennent des producteurs. Ça serait génial. Hein. Moi, c'est ça un petit peu que j'appelle de mes vœux. Mais en tout cas, ce n'est pas l'intérêt de la France des tours, là, comme dit François Ruffin, va directement à l'encontre de l'intérêt de la France des producteurs. Pourquoi ? Parce que à l'heure actuelle, la France des producteurs a comme intérêt, et c'est le travail qu'elle fait, c'est qu'elle porte sur ses épaules la survie de la France. En face de ces producteurs, on a une classe dirigeante dont l'intérêt et de saigner toujours un peu plus la France. Elle ne s'arrêtera pas, elle ne peut pas s'arrêter. Là, ils en sont à faire les fonds de tiroir, à piller tout ce qui reste de ressources naturelles, les forêts, je parle de mon Limousin, mais je sais que c'est vrai partout en France, les forêts se font saccager, piller par des coupes rases pour être vendues aux Chinois, par des courtiers. Les campagnes sont saccagées par l'implantation d'éoliennes, de panneaux solaires qui ne sont pas... Oui, mais qui ne sont que des instruments de spéculation, en fait. Ce ne sont pas des outils de production d'énergie. Et ça, dans la France périphérique, justement, les gens en sont très conscients. Il n'y a que à Paris qu'on se dit « Oh, c'est merveilleux, mon électricité, je vais chez Enercop et c'est produit par des éoliennes. » Non, en fait, les éoliennes, elles se font à un coût pour la vie de la France. Et elles se font au prix de la saignée de ceux qui produisent véritablement la richesse de la France. Et ça, il faut vraiment le dire et le redire. Et du coup, on voit bien que les intérêts de la classe des producteurs sont incompatibles avec les intérêts de la classe dirigeante. Le problème, c'est que les intérêts de la classe dirigeante sont aussi antagoniques avec l'intérêt de la France. Et je ne parle pas des intérêts de la France en termes d'image, de culture ou même d'identité. Je parle en termes d'intérêts de survie concrète. Ils vont tout nous prendre, ils vont tout piller, tout ce qu'il y a, ils vont nous saigner et ils nous feront crever. Et les seuls qui peuvent faire en sorte de sauver la France, en fait,
justement en produisant à nouveau de la richesse et en réorganisant la société de telle manière que la production soit en son centre, ce sont les producteurs. La classe dirigeante ne le peut pas. Elle n'a pas vocation à ça. Elle a vocation à piller les fruits de la production. Et donc, par définition, ces larbins, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, ces larbins, ils suivront. Ils suivront ou ils se reconvertiront. Mais en tant que groupe social, en tant que classe, si on peut dire que c'est une classe, la France des tours, elle n'a aucun intérêt à la disparition de la classe dirigeante. Bien au contraire. La classe des dirigeants, je vais me faire l'avocat du diable quand même, quelques secondes, mais il n'y en a vraiment aucun dans le lot qui trouve grâce à vos yeux. C'est-à-dire, on a pu avoir par le passé... C'est pas une question d'individu. Pardon, allez-y. On a pu avoir... Non, mais je comprends votre réponse, mais on a pu avoir par le passé justement des hommes politiques qui allaient à l'encontre de cette classe dirigeante. Alors certes, c'était avant les années 70. De Gaulle, c'est le dernier. Vous me voyez venir. Et pour vous, en effet, la suite n'est une longue descente aux enfers, irréductible. Irrémédiable, pardon. Oui, on peut le dire comme ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, De Gaulle, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il était garant d'un compromis, parce que c'est pas compliqué, dans toute société, il y a des rapports de force entre des groupes sociaux, suivant les époques, c'est pas forcément les mêmes. Et au sortir de la guerre, on s'est retrouvé avec un besoin massif de reconstruction et de nourrir les Français. Donc, on a mis à contribution les Français, qui, en tant que producteurs, allaient devoir travailler pour produire ce dont il y avait besoin, pour reconstruire des maisons, pour construire des moyens de production, pour produire de l'énergie et pour nourrir le pays. Et qu'est-ce qu'on a mis à contribution aussi? Évidemment, les propriétaires de ces moyens de production. À la sortie de la guerre, il y a eu des nationalisations quand même, ne serait-ce que pour marquer le coup, parce que certains avaient quand même un petit peu abusé. On va pas, voilà. Mais il n'y avait pas de problème dans la mesure où ceux qui étaient, entre guillemets, la classe dirigeante, à savoir la classe qui contrôlait les moyens de production à l'époque, avaient un intérêt qui était en phase avec l'intérêt national. Les grands patrons, Monsieur Renault, tous ces gens avaient un intérêt à ce que la France produise, exporte, soit autonome, soit numéro 1 dans tout un tas de domaines, puisque leurs usines étaient en France, puisque ils pouvaient descendre littéralement, ils avaient qu'à traverser la rue pour aller discuter avec le contremaître. Alors bien sûr, ça a créé des tensions. Les ouvriers de l'époque, ils ont dû se battre pour obtenir un petit peu plus de droits. Ça s'est pas fait forcément sans heurts, ça s'est parfois fait de manière sanglante dans l'histoire. Néanmoins, on avait des dirigeants à cette époque-là qui étaient garants d'une forme de compromis entre les intérêts de ces différents groupes sociaux fondamentaux. Mais il n'y en a que deux, de toute façon. Il y a ceux qui produisent et il y a ceux qui contrôlent les moyens de production. Donc c'est pas compliqué. Et à partir de ce moment-là, le rôle qu'a joué De Gaulle, même s'il a aussi laissé le loup rentrer dans la bergerie avec la construction européenne, mais bon, on va pas revenir là-dessus parce que sinon on en a on est encore là toute la nuit. Mais disons qu'il a joué le rôle de garant, de compromis entre les deux pour que la balance soit à peu près équilibrée et que la France aille de l'avant sans rogner sur les profits des patrons qui étaient à la tête des grandes entreprises françaises qui étaient florissantes et sans non plus trop taper sur les ouvriers ou quoi. Le problème, c'est qu'à partir de juste après De Gaulle, on a eu des dirigeants politiques qui se sont retrouvés agents de la finance mondiale. Ce n'est pas... c'est pas une histoire de est-ce qu'il y en a un ou deux qui étaient gentils ou qui avaient des bonnes intentions, en fait. C'est que la finance, la bourgeoisie financière, a placé tous ces pions et tous ces agents, et pas uniquement en France d'ailleurs, mais dans tous les ministères, les a formés dans ses écoles de commerce, les a formés à sa manière de penser, à sa manière de voir le monde, de manière à ce que la société, et notamment les sociétés occidentales, soient organisées à l'image du rêve qu'elle caressait en fait. D'une société où les coûts de production étaient réduits à presque zéro et où les profits étaient incommensurables et infinis. Donc c'est pas est-ce qu'il y en a pas un qui trouve grâce à mes yeux, c'est que ils sont tous d'une certaine manière issus de cette matrice, ils servent tous le même maître en fait. Et
je ne dis pas que certains n'ont pas ou de bonnes intentions ou même une volonté de transformer cela. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, aucun d'entre eux, y compris ceux pour qui je vote par défaut et ceux pour qui les producteurs votent par défaut, je pense qu'aucun n'a véritablement pris la mesure de l'OPA qu'il y a eu sur notre pays, comme il y a eu sur d'autres pays, mais moi c'est la France qui m'intéresse, dans les années 70. Et en ce sens, en fait, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est nous proposer un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, et c'est toujours plus de redistribution, moins de redistribution. On augmente les impôts, on fait payer les ultra-riches, ou on baisse les impôts et on fait des coupes budgétaires parce qu'on ne veut pas nourrir l'assistanat. Mais personne, jamais personne ne pose la question de la production de richesse. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on se met sur le dos? Qu'est-ce qu'on utilise comme appareil ménager? Les voitures? Qu'est-ce qu'on utilise comme énergie? Et donc à ce moment-là, c'est pas est-ce qu'il y a un individu qui trouve grâce à mes yeux, en fait, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence. La France est aux mains de ceux qui ont un intérêt à la piller et à la détruire. Et il faut, d'une manière ou d'une autre, que les producteurs la reprennent en main. Et j'en suis désolée parce que les producteurs, ça fait 50 ans qu'ils se font taper dessus, ça fait 50 ans que on les a un peu mis sur le côté. D'abord on les a oubliés, donc c'était plutôt pas mal. Maintenant dans les campagnes, eh bien il y a les fonds d'investissement qui arrivent et qui commencent à s'approprier la terre depuis quelques années. Bon, il va falloir faire quelque chose. Et j'en suis désolée parce que là ils sont harassés. Ils ont déjà une tâche qui est très lourde, c'est celle de nourrir le pays, de faire en sorte qu'on ne meure pas physiquement et concrètement. Mais là, ce qui leur manque, c'est un projet autour duquel se fédérer. Et j'espère, en fait, avec mon livre, contribuer à apporter ma pierre à ce projet que, à la fois, j'appelle de mes vœux et dont je suis convaincue qu'il arrivera. Parce que sinon, de toute façon, l'alternative, c'est il n'y a plus de France et on est tous morts. Donc... vous l'avez plus ou moins évoqué, le cas du Rassemblement national, parce que j'imagine que c'est à ce parti-là que vous faisiez allusion quand vous parliez du vote de la France périphérique. Alors justement, la question, c'est pourquoi la France des producteurs semble se diriger pour le moment vers un vote plutôt orienté en faveur du Rassemblement national, plutôt qu'en faveur, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait incarner une alternative de gauche, sachant que lui-même a dit que la France des bourgs ne l'intéressait pas tant que ça, finalement. Ah non, il a dit que ça l'intéresse carrément pas. Il a totalement adopté la doctrine Terra Nova. Écoutez, la réponse est dans la question, hein, j'ai envie de dire. Ça les intéresse pas. C'est une France sur laquelle ils ont fait une croix. Quand ils évoquent les ouvriers et les paysans, c'est comme les reliquats d'un passé révolu et folklorique. Bah voilà quoi. Enfin, vous voulez quoi, qu'on les méprise et puis on va quand même aller voter pour eux? Enfin, c'est absurde. Vous reconnaissez le Jean-Luc Mélenchon de 2024 par rapport à celui que vous avez pu côtoyer quand vous étiez à la France Insoumise? Oui. Non, je le reconnais. Enfin, je reconnais. Si, je reconnais le bonhomme un peu lunatique, mais dans les discours, il y a eu un revirement. Enfin, c'est 180 degrés. Mais parce que justement, je pense. Enfin, après, c'est mon interprétation et elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je pense que les dirigeants de gauche ont fini par acter qu'ils avaient perdu, en fait, qu'ils avaient perdu cet électorat, qu'ils méprisent depuis combien de temps? Enfin, si vous regardez qui constitue les rangs des militants de ces partis de gauche, c'est quoi? C'est des étudiants et c'est des profs. Pareil, je les ai fréquentés, je le sais, je les connais, et je ne dis pas ça comme un jugement de valeur, mais en quoi sont-ils représentatifs de la France périphérique? En rien. Ils ne leur parlent pas, ils ne parlent pas d'eux, et ils ne sont pas eux. À partir de ce moment-là, j'ai envie de dire pourquoi la France périphérique voterait pour eux. Enfin, c'est pourquoi les producteurs voteraient pour... regardez, même au niveau des syndicats, ça, moi je trouve ça, mais c'est extrêmement parlant. Au niveau des syndicats, qui a été élu à la tête de la CGT, donc l'organisation historique du mouvement ouvrier français, qui a été élu l'an dernier? Sophie Binet? Oui. Une cadre de la fonction publique, à la tête d'une organisation du mouvement ouvrier. Je ne sais pas ce qu'il y a besoin de dire de plus. Et si vous regardez, ça se traduit très bien dans les votes. On a pour la Macron, mais c'est presque caricatural tellement c'est voilà.
On a aux élections qui votent pour la Macronie, essentiellement, les retraités, hein, qui pour le coup ont un petit pactole à conserver, et bien sûr la bourgeoisie et tous ceux qui travaillent en gros pour la bourgeoisie, qui votent pour la gauche. Je sais même pas ce qu'il faut dire en fait. Les libéraux de gauche, hein, c'est les étudiants. Quand on regarde, c'est ceux qui ne sont pas encore entrés sur le marché du travail, et les fonctionnaires, qui se pensent encore un petit peu peut-être protégés, mais ça arrive. Ce que les ouvriers se prennent dans la gueule depuis 50 ans, ça va leur arriver dessus et ils sont pas prêts. Mais bon bref, donc ça c'est l'électorat en gros Mélenchon, bientôt Glucksmann, hein, parce que de toute façon, il y a plus de conviction, c'est pas une classe fondamentale, donc j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu. Et il y a les producteurs qui se portent sur les seuls qui parlent d'eux, qui ne les méprisent pas. Quand la France périphérique vote en masse pour le Rassemblement national, c'est « oh, c'est des ignorants, ils n'ont pas compris », ou « c'est des fachos racistes, méchants, violents, qui attendent que de faire des ratonnades dans les rues ». Enfin, je suis désolée, à un moment, mais pourquoi vous voulez qu'on vote pour ces gens-là, en fait ? Enfin, on vous insulte et vous allez voter pour eux ? Bah non, en fait. Et c'est pourtant quelque chose que l'on fait depuis... 50 ans. Voilà, 50 ans et sans que ça ne change. Vous-même, vous avez, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez rare dans le milieu des youtubeurs politiques, en tout cas. Oui. Vous avez appelé à voter pour Marine Le Pen et surtout, j'ai envie de dire, contre Emmanuel Macron en 2022. Ah oui. Ça vous a coûté beaucoup. Et est-ce que vous comprenez les reproches qui vous ont été faits à l'époque ? Mais il n'y a pas de reproche, en fait. Il y a un camp à choisir et moi, je sais dans lequel je me trouve. Et du coup, j'ai aucun problème avec ça, en fait. C'est les autres qui ont un problème avec le fait que j'ai appelé à voter Marine Le Pen, et je le referai. Et ce serait à refaire avec tous les amis et même les membres de ma famille que j'ai perdus à ce moment-là. Je le referai parce que c'était ce qui était juste et c'était ce qui était bon à faire sur le moment. Toute cette France en fait qu'on a méprisée, et quand on en parlait c'était un petit peu pour se moquer, la France des beaufs, et les viandards et les chasseurs, etc. Le slogan c'était « On est là », même si Macron ne veut pas, on est là. Il y a tout qui est dit en fait dans ce slogan. Donc qu'est-ce que le pouvoir a fait ? Il a dit non, mais ça c'est une menace pour nous. Le mur du réel, il est là. Il s'appelle Lola, il s'appelle Thomas, Et moi j'ai 4 grands-parents immigrés. Les 4 se sont intégrés par le travail. Et le travail productif, s'il te plaît.